Bienvenue dans la 3e saison du podcast Marketing Cabinet Comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de RH et aborder le spectre recrutement, turnover, salaire, comme du point de vue en fait d'un gros acteur qu'on connaît tous qui s'appelle Mazars. Et pour ça j'ai la chance d'avoir Charlotte Gouillard. Bonjour Charlotte. Bonjour Florian. Tu vas bien? Ouais, super. Merci de m'accueillir dans la tour Mazars à la Défense qui est top. Et puis votre étage au niveau de la com market c'est top. Hein. Ouais, bah écoute, ravi de t'accueillir également et de te faire un peu découvrir notre atmosphère, notre environnement. Bah, merci à toi. Alors tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter auprès d'eux et dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais en fait chez Mazars? Donc moi je suis Charlotte Gouillard, je suis la directrice du recrutement et de la marque employeur chez Mazars. Ça fait 12 ans que je suis chez Mazars, donc je suis un bébé Mazars comme on dit chez nous, parce que je suis arrivée toute jeune diplômée du coup en 2012. Et au début je suis arrivée chez Mazars plutôt sur la partie campus, donc en fait je me déplaçais partout en France pour aller voir les jeunes qui cherchent un stage, une alternance, un premier emploi, pour leur parler de Mazars, de nos opportunités, de qui on était et de nos métiers. J'ai adoré, j'ai sillonné la France, j'avais un abonnement TGV+, voilà, c'était super. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu un peu de regrets parce que en fait, je les voyais beaucoup sur les forums, les événements écoles, mais en fait, je les voyais pas après dans le process de recrutement. D'accord. Je m'arrêtais un peu au moment de l'événement, quoi. Ouais, vraiment au tout début du tunnel de conversion, quoi. Et j'étais un peu frustrée de pas les voir dans le recrutement. Donc du coup, je me suis dit tiens, je vais ajouter une casquette à mon arc, enfin une corde à mon arc, et du coup, je vais en effet m'occuper du recrutement et essayer d'aboutir un petit peu plus loin avec eux, de les accompagner à un bout de chemin encore. J'ai adoré bien évidemment le recrutement, j'en avais fait avant, mais voilà, là c'était vraiment hyper intéressant sur des profils qui sont très variés. Des profils en expertise comptable, des profils en audit, des fiscalistes, enfin voilà, donc des profils assez variés, c'est hyper riche. Et puis après j'ai eu l'opportunité de reprendre l'équipe et puis Mazars a grossi, moi j'ai un peu vieilli et donc du coup voilà, cette croissance-là a fait que j'ai atterri en effet il y a 2 ans sur ce poste de direction du recrutement et de la marque employeur. En fait ça regroupe 4 équipes au global. Ça regroupe l'équipe recrutement des juniors, donc stage alternant jeunes diplômés, ce qui représente la majorité de nos recrutements chez Mazars, hein, parce que ça représente à peu près 70% des recrutements qu'on fait par an. Ça fait combien à peu près par an? 1300 jeunes c'est pas mal quand même. Ouais. Tu en lis des CV, dis donc. Oui, on en lit beaucoup des CV, 85 000 candidatures quand même chez Mazars. Donc oui, il y a beaucoup de CV à traiter. J'ai aussi l'équipe expérimentée. Là, c'est un peu moins de monde à faire rentrer, mais pour le coup, ça va être plus sur les métiers, en effet, de l'expertise comptable, la conso. On va retrouver aussi pas mal de profils expérimentés sur les métiers du conseil, réglementaire, mais pas que. Hein, on a aussi des métiers dans le digital, etc. Et puis là, de plus en plus sur les métiers de la sustainability aussi, où on va les retrouver. Et puis après, j'ai les équipes campus, toujours, que j'ai gardé, mon métier de cœur du tout départ. Et puis la marque employeur, là, donc toutes les équipes plutôt marketing digital, voilà, toute la partie communication sur les réseaux sociaux, notre site carrière, voilà. Tu t'ennuies pas? Non, je m'ennuie pas. Non. Quand même, le quotidien est varié. C'est pas mal, ouais. Donc tu fais un petit peu tout ce qui va être l'image de marque. Oui. Gère aussi la période de CV où ça va être t'as dit 85 000? 85 000 candidatures l'année dernière. Ça reste énorme, donc déjà s'occuper des personnes qui vont s'en occuper, les trier, les assesser, les closer, leur faire des feedbacks à tous. Et en plus, c'est sur toute la France, du coup. Oui, c'est sur toute la France, ouais. Tout à fait. Donc ça te demande pas mal de travail. Tu as oublié de nous dire que tu étais du Schema Business School. Oui, tout à fait. J'ai fait une école de commerce, parcours assez classique, hein, voilà, sortie du lycée, j'ai fait une prépa, j'ai intégré une école de commerce et puis j'avoue que les RH ont toujours été mon dada. Enfin, je cherchais un métier de l'humain, du contact, du relationnel, plutôt très tourné vers les autres. Donc du coup, naturellement, je me suis dirigée vers ça. J'ai de la chance d'avoir aussi des gens dans ma famille qui sont plutôt dans ce domaine, donc du coup ça aide aussi dans le choix de carrière. Et voilà, les stages et le premier emploi ont confirmé tout ça, donc voilà, toujours dans les RH, et je trouve que c'est un domaine hyper dynamique, hyper riche, avec beaucoup de relationnel, donc tout ce que j'aime. Donc voilà, je m'ennuie pas et je rencontre plein de gens, donc c'est cool. En plus, on en parlera un petit peu. Nous, on a une petite problématique dans la profession sur tout ce qui est, on va pas dire attirer, mais plutôt de fidéliser. Donc on demandera des conseils de ta part. Donc si tu veux bien, déjà, on va attaquer sur la partie stratégie RH de Mazars. Est-ce que tu peux me donner un petit peu un aperçu de la stratégie de recrutement et de fidélisation de vos talents chez Mazars actuellement ou celle que vous allez peut-être avoir dans l'année, les années qui arrivent?
Je vais commencer par la stratégie RH globale, comme ça permet de commencer par le haut de l'entonnoir. En fait, chez Mazars, notre volonté, c'est clairement de faire vivre une expérience aux collaborateurs qui nous rejoignent. Une expérience qui est à la fois innovante, apprenante et en même temps sur mesure. C'est-à-dire que on veut qu'ils retrouvent chez Mazars le côté très sur mesure qu'on peut retrouver dans des cabinets à taille plus humaine, même si on considère qu'on est encore à taille humaine nous. Mais voilà, dans des cabinets plus humains où en fait on a un peu plus de possibilités d'ajuster son parcours, de faire un petit peu de ci, un petit peu de ça. Voilà, on veut garder ça chez Mazars spécifiquement et ne pas être organisé en silo. Donc ça, c'est hyper important. Le côté apprenant, bon, après on est aidé parce que c'est des métiers qui sont quand même apprenants tous les jours. Il y a toujours des nouvelles normes, des nouveaux outils. Là maintenant, la sustainability. Enfin voilà, c'est des métiers qui bougent beaucoup. Donc le côté apprenant du métier, on y est très clairement. Et puis le côté innovant, c'est aussi leur proposer aussi de vivre des expériences un petit peu différentes. On y reviendra peut-être dans les exemples qu'on donnera tout à l'heure sur les sujets de fidélisation, mais ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Rester une entreprise à taille humaine, alors dans le sens pas vraiment en taille, mais dans l'état d'esprit. Ça, c'est hyper important pour nous. On a toujours été un cabinet très humain. L'humain, chez Mazars, on dit toujours people first et process second. Voilà, donc ça, c'est Mazars. Et c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Et donc, voilà, c'est ce qui fait notre différence, notre richesse aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite maintenir et conserver. Et puis, je dirais, le dernier truc en termes de stratégie RH, c'est plutôt le côté une entreprise moderne. En fait, nous, on a aussi la chance d'accueillir beaucoup de jeunes qui nous challenge un petit peu sur le marché du travail parce que ils ont des attentes, ils le disent, ils le verbalisent, ils veulent un équilibre de vie, ils veulent une flexibilité, voilà, et ils ont raison. Je pense que, moi qui suis pas de la Gen Z, voilà, j'ai tout autant envie de flexibilité et d'équilibre de vie. On le verbalise pas de la même manière, mais en tout cas, les souhaits sont les mêmes. C'est comment une entreprise qui est très pyramidale, très hiérarchisée, alors que eux veulent de l'horizontal, qui est quand même très focus client, donc un peu dépendant aussi du client et de ses exigences, de ses deadlines. Comment on arrive à se retrouver là-dedans et à transformer un petit peu nos business models, nos politiques RH pour qu'on puisse quand même répondre à ces attentes. Et ça, c'est nos gros challenges en termes de stratégie RH aujourd'hui. C'est un casse-tête ou pas pour toi entre t'as les jeunes qui rentrent, ils veulent de l'horizontal, mais comme tu dis, t'as quand même des clients à satisfaire. T'as aussi des responsables, des associés tout en haut qui ont peut-être pas la même vision de la vie parce que différence générationnelle, c'est normal. Et toi, t'es entre les deux. Oui, un peu. Comment tu fais? Ça doit quand même être waouh. Je pense que ça passe aussi beaucoup par la compréhension des uns des autres. C'est-à-dire que, justement, t'évoquais, ils sont pas de la même génération. Nous, on travaille sur aussi beaucoup le côté comment on travaille en intergénération de quelqu'un qui est arrivé... Pardon, je vais caricaturer, mais où, en effet, Excel venait d'exister et qu'on commençait à utiliser Excel en audit, versus là, les jeunes qui ont Excel, mais qui ont en plus ChatGPT, qui va tout faire pour eux, Power BI, où ils ont de la data visualisation dans tous les sens, etc. Voilà, c'est comment on les fait cohabiter, comment on leur fait vivre une expérience commune, comment on les fait se comprendre. Et donc, nous, on a mis en place beaucoup de trucs du type, tu vois, du reverse mentoring, donc un jeune qui va aller expliquer ChatGPT à un plus senior, ou un senior qui va aller expliquer. Ouais, ça marche. En fait, il faut toujours rester humble aussi, l'humilité, et ça, c'est aussi ça fait partie des piliers, en tout cas que moi je regarde chez les candidats. Un des critères de sélection des candidats mazariens, c'est l'humilité. Chez Mazars, voilà, il faut savoir être humble, rester à sa place, être toujours en écoute active, être en posture basse quand on est chez le client, parce qu'en fait, on est là pour écouter, comprendre son business, qui il est, ce qu'on va pouvoir faire pour lui, quelles ont été ses problématiques dans l'année. Et donc, faut toujours avoir ce regard, cette posture basse et ce recul, et pas être là, non mais je viens contrôler tes comptes, je viens t'apporter des conseils parce que toi, apparemment, voilà, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Et donc ça, nos collaborateurs ont cet ADN d'humilité, et c'est ça qui fait qu'aussi ça rend plus facile la cohabitation des générations, c'est que en fait chacun apporte quelque chose. Un plus senior va avoir l'expérience, la connaissance du client, une bonne connaissance du métier, des normes, etc. Quand le plus jeune va avoir ce regard frais, ce côté innovant, ce côté très outil. Je caricature un peu parce qu'on a des seniors qui sont très outils aussi, mais enfin voilà, c'est juste pour donner un petit peu d'image, mais je trouve que ça cohabite bien et c'est l'humilité, la communication et ce qu'on peut faire pour qu'ils travaillent plus ensemble. Par contre, le côté pyramidal, bon ça c'est pas évident, hein. On est quand même dans des métiers avec des grades, etc. Les trucs que nous on a mis en place, c'est beaucoup plus du projet transverse
sur lesquels ils peuvent travailler et où là, il n'y a plus de sujet de associé, senior manager, etc., etc. Là, on est sur un projet transverse. Il y a un chef de projet, après, quel qu'il soit et quel que soit son grade. Donc, on les fait participer beaucoup à ça pour qu'ils retrouvent ce côté plus horizontal parfois. J'ai bien aimé ce que tu nous as dit, c'est qu'il y a le savoir-être. Je regarde, en fait, dans le CV. Oui. En fait, tu peux le dans détecter. Dans le CV, c'est pas évident. Voilà. T'es obligé de faire un premier tri. Oui. Dans le CV, c'est pas toujours évident de tout voir. Surtout qu'ils nous font voir ce qu'ils ont bien envie qu'on voit. Mais le ressenti, c'est important pour toi. On peut le voir dans le CV, peut-être par des expériences. Je sais pas, par exemple, des gens qui ont fait beaucoup d'expériences dans des secteurs très variés ou dans des environnements multiculturels, etc. Où il y a beaucoup ce côté, je m'adapte à l'autre, je suis un peu agile, voilà. Ça peut être intéressant. On peut retrouver ça dans des assos, dans des jobs d'été parfois. Moi, j'aime bien, notamment chez les jeunes, on les voit plutôt les jobs d'été, mais je sais pas, quand ils ont fait une expérience en restauration rapide, où ils étaient, je gère des délais, je gère des clients pas toujours sympathiques, pas toujours contents, comment je réagis par rapport à ça, tout ça, ça fait gagner un tout petit peu en humilité parfois. Et ça peut être des indices. Après, tout ça doit être corroboré dans l'entretien, mais ça peut être des indices sur le papier en tout cas. Donc moi, je suis souvent Mazars, parce qu'au niveau du marketing, depuis des années, vous êtes challengeant par rapport aux autres Big Four. On essaie. Vous êtes plutôt top. Et maintenant, il y a même les jeunes, ils ont tendance à... Avant, bon, je le dis, moi aussi, j'ai fait comme toi, école de commerce, où on disait, si tu as réussi, tu vas chez les Big Four, sinon tu vas chez Mazars. Et maintenant, c'est plus ça a tout changé. Parce qu'ils se disent, chez Mazars, maintenant, on est bien, on peut progresser. Comment tu fais maintenant pour distinguer des Big Four qui, eux aussi, ont dû peut-être changer en vous voyant piquer leur vedette? Je sais pas s'ils ont tant changé. Vous faites un benchmark? Voilà. Oui, bien sûr, on se regarde, on fait des benchmarks les uns par rapport aux autres. Après, on est quand même très différents déjà d'ADN. Enfin, c'est des anglo-saxons quand nous, on est français. Déjà, rien que ça, dans l'ADN et la manière de fonctionner, on n'est pas du tout... ils sont très process, très méthodologie. Nous, chez Mazars, moi, j'adore dire ça, mais ça peut faire flipper des gens et j'ai pas de problème avec ça. Et au contraire, chez Mazars, nous, on dit... Mazars, c'est faire notre baseline de marque employeur, c'est the smart choice. En fait, c'est un choix que tu fais et tu sais que tu le fais pour une bonne raison. Tu viens pas comme ça, histoire de dire, oui, c'est comme les Big Four, je vais chez Mazars, mais c'est comme les Big Four. En fait, si tu fais un choix de venir chez Mazars, c'est un choix assumé, parce que tu sais pourquoi tu viens. Et en fait, chez Mazars, tu viens pour l'ambiance de travail, le côté très friendly, voilà, pas de hiérarchie, le côté, je peux aller parler je suis stagiaire, je peux aller parler à mon associé, il y a aucun problème, son bureau est ouvert, des fois, ils sont même en open space, donc en fait, ils sont très facilement accessibles. C'est le côté aussi, justement, on disait les bigs, c'est très process, très méthodologie. Alors, bien sûr, on a des outils, on a des process, mais on laisse aussi beaucoup place à l'intelligence humaine, j'ai envie de dire, en fait, ce client, il a connu telle actualité. Quand je fais mon approche par les risques, en fait, je vais plutôt l'aborder comme ci, comme ça, et d'avoir cette approche sur mesure, en fait, c'est ce qui fait que notre métier est intéressant, déjà, de 1. Et qu'on fait pas que du tic sur des méthodos. Et donc ça, nous, on veut le garder. Et chez Mazars, on a cette très forte culture de l'oral aussi et du sur-mesure. Donc ça, c'est ce qui fait qu'ils vont nous rejoindre, nous, et pas les autres, que j'ose espérer. Et puis après, c'est en effet ce côté très humain. L'humain avant tout, ça a toujours été comme ça et ça le restera. En tout cas, en tout cas, nous, on est très attentifs à ce que ça le reste. Donc voilà, donc je suis pas sûre qu'on se... Oui, on est de plus en plus présent dans l'esprit des jeunes parce qu'en effet, on a fait beaucoup d'efforts sur le terrain en termes de marketing digital. On essaye de se démarquer au maximum et d'avoir ce petit côté décalé qui fait que on nous remarque et on n'est pas exactement comme les autres. On a aussi gagné, il faut le dire, beaucoup de mandats qui font que ça donne envie aussi aux jeunes de nous rejoindre quand ils vont aller travailler pour du Sanofi, voilà, pour des grosses sociétés diverses et variées de plein de secteurs différents. Ça peut donner envie et ça... très bien. Mais par contre, on a quand même gardé notre côté un petit peu pas de côté, voilà, qui nous plaît bien et qu'on veut garder et qu'on espère que les Big Four ne nous prendront pas. C'était pas la touche, je suis en train de réfléchir en même temps, les Big Four, c'est tous anglo-saxons. Oui. Est-ce que c'était pas notre touche française? Ouais, je sais pas. Tu sais qu'on me le dit vachement en entretien, ça, le côté, on vient chez Mazars parce que vous êtes français. Ce côté French touch, ouais, c'est marrant. Beaucoup des multinationaux?
Ouais, non, mais même des Français qui sont très attachés au fait qu'on ait une racine française. D'accord. Alors qu'on soit maintenant un grand groupe européen, même bien plus qu'européen. Mondial, voilà, on est présent dans 95 pays. Là, on se rapproche d'un Américain dans une alliance. Voilà, on va devenir un très gros groupe. Malgré tout, le fait que, en fait, le siège social soit en France, que ça a été créé par un Français, voilà, je sais pas, ça leur crée un attachement, un petit côté made in France qui leur plaît bien et qu'on retrouve, je pense, dans notre ADN, dans le côté aussi. Plus moins process, moins process et plus humain, enfin plus centré, plus adossé à l'autre, quoi. Si tu veux bien, maintenant, on va partir sur le côté outils et processus de recrutement. Je voudrais que tu nous aides, en fait. Oula. Quels outils et technologies vous utilisez chez Mazars pour s'occuper du recrutement? Alors, on en a beaucoup. On en a beaucoup, ça dépend des thématiques. Bon, bien sûr, on a tous les outils de gestion de candidature. Donc, j'ai un outil de recrutement classique qui me permet de recevoir toutes mes candidatures, de les traiter, de voir tout mon tunnel de conversion du moment où il a candidaté jusqu'au moment où on lui a répondu positivement ou négativement. Donc, ça, bien sûr. J'ai des outils qui m'aident aussi sur les sujets de prise de rendez-vous. Pour que ce soit le moins chronophage possible. Tous les sujets de tests de compétences aussi. Typiquement, on a des tests de compétences techniques, principalement sur les métiers, par exemple, de la comptabilité, où on leur fait passer quand même quelques tests techniques. Pareil sur les métiers un petit peu bancaires, assurantiels, on essaye de voir un petit peu ce qu'ils connaissent, en tout cas, de ces secteurs-là. Après, on va avoir des outils plutôt liés au sourcing, donc vraiment, comment on va aller capter les candidats. Bien sûr, on va retrouver des outils comme LinkedIn, on a un espèce de CRM, voilà, où en fait, tous nos candidats qui ont postulé, qui ont identifié Mazars à un moment de leur vie et qui ont candidaté basculent dans le CRM et nous on vient leur donner un peu comme du marketing, on vient leur donner des news régulièrement et leur pousser des offres à certains moments et ils redeviennent candidats. Donc on a ça. Et puis on a bien sûr tous les job boards divers et variés, Job Teaser bien sûr pour les jeunes, on a Welcome to the Jungle, on a du Hello Work, enfin voilà, on a quand même pas mal de job boards aussi qui nous permettent d'attirer, de se faire connaître, de montrer qu'on a un employeur de choix sur le marché. Donc ça c'est pour le sourcing. Et puis après on a des outils plutôt sur la partie que moi j'appelle le care. On a des outils pour mesurer la satisfaction de nos candidats quant à nos process de candidature. Process de recrutement, et puis on a tout le système, alors c'est pas un outil, puisque voilà, mais on a externalisé nos réponses négatives sur CV. Est-ce que c'est important? Parce que je vais te le dire, il y en a beaucoup. Quand tu te mets à la place du celui qui va vouloir aller dans le cabinet, ils disent ouais, ils me répondent pas. Et d'autres qui t'es dans le cabinet, tu dis déjà j'ai pas le temps, j'ai pris un temps pour le recevoir, et de toute façon je vais pas le prendre. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ton avis, toi. Moi, je trouve que c'est hyper important parce que un candidat aujourd'hui, c'est à qui on répond pas, qui vit une mauvaise expérience. Aujourd'hui, ils ont beaucoup tendance à écrire, donc il va aller le déposer sur Glassdoor avec un avis moyen sur l'entreprise. Donc en termes de réputation, c'est risqué. 2, c'est un candidat qui ne voudra jamais repostuler chez vous. Il a jamais eu de retour. Donc pourquoi il reviendrait avec plus d'expérience à un moment où vous avez un besoin? Il recandidatera pas. Et imaginons si c'est un client demain, quelle image il va avoir de vous. Donc en fait, un candidat aujourd'hui, c'est potentiellement un futur candidat, voire un futur client. Donc c'est important de garder une bonne image. Non, ça c'est clé pour nous. Donc nous, on y a mis un petit budget, c'est vrai, de répondre à tous les candidats, que ce soit du nom sur CV. Donc ça, ils ont une réponse qui leur est faite, qui est personnalisée avec des conseils pour leur CV, leur lettre de motivation. Et après, une fois qu'ils ont passé les entretiens, par contre, là, c'est nous qui faisons les feedbacks au téléphone pour leur dire ce qui allait pas, et pourquoi on retient pas leur candidature. Donc ça, c'est une discipline, on va dire, qu'on s'est donné. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils. On a le luxe d'avoir beaucoup d'outils, en tout cas. Ouais, c'est que vous êtes un peu plus gros. Oui. Mais bon, c'est bien d'avoir aussi cette vision grande par rapport à plus petites entreprises. On peut récolter des choses importantes chez vous. Comment tu t'organises quand tu veux faire du recrutement? C'est après période fiscale ou c'est toute l'année? Tu as en fait des échelons, des deadlines? On recrute à peu près toute l'année. Après, ça dépend des contrats. T'as quand même des grosses phases de recrutement. Typiquement, on sait que les alternants, nous, on s'y met à partir du mois de février pour les recruter sur leur promo de septembre, enfin, dès qu'ils engagent leur année scolaire en septembre. Pour les jeunes diplômés, pareil, pour des intégrations en septembre, on s'y met au mois de janvier, même un peu plus tôt maintenant, parce que les jeunes, en tout cas, qui sont intéressés par nos métiers, savent dans quoi ils veulent aller, et donc le savent tôt, en général. Après, les stagiaires, c'est un peu plus au long cours, parce que ça dépend des dates de stage de certaines écoles. En gros, on a 3 phases de stage chez nous. On a septembre pour 6 mois, on a janvier pour 4 mois, 3-4 mois, et après, on a des écoles d'ingénieurs qui font plutôt leur stage sur mars-avril.
Donc un peu plus dans la low season, mais bon, voilà, on a toujours des dossiers qui sont un peu décalés, donc on arrive quand même à les occuper. Mais voilà, en général, on s'y met bien 6-8 mois à l'avance quand même, avant la date d'intégration. Est-ce que tu pourrais m'aider, moi, les petits cabinets, avec des petits outils ou des petites choses qui coûtent pas trop cher pour pouvoir s'occuper du recrutement? Comment ils peuvent s'y prendre? Ou des bonnes pratiques, là, comme on a dit, par exemple, répondre de manière négative. Ouais. Moi, en fait, le premier truc que j'aurais fait, avant d'acheter quelconque outil ou de prendre quelconque décision, moi, ce que je ferais, c'est déjà de m'auditer moi-même, d'une certaine manière. De me faire un peu le candidat fantôme. Enfin, non, c'est même pas comme ça qu'on dit. C'est, en tout cas, de se mettre dans la peau d'un candidat et de passer tout le process. Et de regarder un petit peu où sont les pain points. Est-ce que c'est dans l'acte de candidature sur le site du cabinet? Parce que c'est pas facilement trouvable, on trouve pas l'offre qu'on veut, les filtres sont pas les bons. Du coup, forcément, plus tu cherches et moins tu candidates parce qu'au bout d'un moment c'est trop long. Donc ça, est-ce que c'est quand je candidate, j'ai un formulaire trop long? Est-ce que j'ai pas de réponse pendant le process et donc du coup ça donne une mauvaise image? Est-ce que je sais pas, est-ce que les gens que je rencontre, j'ai beaucoup trop d'entretiens et donc du coup c'est un process qui prend 2 mois alors qu'en fait ça devrait en prendre que 3 semaines maximum. Enfin voilà. Et donc essayer de se faire ce candidat-là cobaye un petit peu et de voir un petit peu toutes les étapes et d'identifier là où sont les pain points. Et en fonction de ça, après de se dire, ok, moi, mon cabinet, voilà son ADN, voilà ce qu'on a envie de faire transparaître au candidat dès l'acte de candidature. Et donc là où je vais mettre mon énergie, c'est là et là dans un premier temps. Et puis après, dans le deuxième temps, ce sera autre chose, etc., etc. Donc moi, j'aurais fait ça déjà en première approche. Et après, bien sûr, il y a des outils qui aident à faire des choses. Typiquement, un outil de gestion de candidature, c'est quand même facile. Ça permet en tout cas d'éviter les mails, de faire un suivi sur Excel, etc. Ils ont quand même beaucoup de fonctionnalités différentes. Et en plus, on a des outils qui sont adaptés à toute taille d'entreprise. Nous, on a Smart Recruiter typiquement, mais qui est plutôt un gros acteur du recrutement. Mais je sais que Welcome to the Jungle a son outil de recrutement qui est beaucoup plus adapté pour des startups parce que eux, c'est leur niche stratégique. Donc, ils ont aussi, il y a des outils de recrutement qui sont adaptés à tout type de taille. Et on n'est pas obligé d'avoir un gros mastodonte du recrutement qui coûte en effet extrêmement cher. Donc voilà, moi les petits conseils que je donnerais sur les outils, c'est en fait identifier là où sont les points de tension, là où vous voulez justement pas qu'il y ait ces points de tension parce que c'est pas ce qui vous ressemble une fois que les collaborateurs sont chez vous et c'est pas ce que vous avez envie de faire transparaître aux candidats. Travailler sur ces pain points là et éventuellement trouver l'outil qui vous permet d'y répondre, mais c'est pas toujours un outil. Après, ce qui serait bien, c'est peut-être demander à un apprenti du cabinet ou un qui vient juste de rentrer. Questionnez vos candidats. Nous, on a aussi beaucoup fait ça. Les questionner, tout de suite, ils nous ressortent. Non, mais j'ai mis 3 semaines pour avoir un feedback sur mon entretien. Je considère pas ça comme une bonne expérience. Je vous mets une note de 2 sur 10. Oui. Ça peut être vexant. Tu vois, mais c'est pas grave. Oui, mais en fait, c'est en sachant là où on doit se remettre en question qu'on avance. Donc, il faut aussi avoir cette humilité de se dire, je le fais pas tout parfaitement et c'est pas grave. J'en ai conscience. Il faut que j'ai conscience de là où sont mes points d'amélioration. Une fois que j'en ai conscience, après, je travaille dessus. Je peux pas tout faire tout en même temps. Ça, c'est sûr. Quand on a un budget illimité, il faut faire des choix. Est-ce que c'est des choix de j'ai pas assez de candidats, donc je dois travailler sur d'abord l'attractivité? Est-ce que c'est j'ai des candidats, mais après je les perds à un moment, je sais pas trop où, mais je les perds et donc faut travailler le tunnel de conversion, le process de recrutement et tout ça? Est-ce que c'est dans la phase de propal où là, j'en perds trop, ils me refusent tous mes propositions et donc c'est un sujet de salaire ou de promesses, de promesses employeurs, de gens qu'ils ont rencontrés, là, est-ce que la promesse sera tenue, etc. Voilà, faut identifier là où on a envie de mettre notre énergie par rapport à là où est le problème au départ. Je voudrais qu'on aille sur la partie embêtante, le turnover. Turnover, très bien. Je suis prête. Quelles sont les principales causes de turnover chez vous, chez Mazars? Et comment tu les abordes justement? Est-ce que, on n'ose pas trop en parler ou tu dis, on va peut-être mettre les pieds dans le plat et on essaie de trouver une solution? Ouais. Alors, chez Mazars, on a un taux de turnover qui est à peu près de 23%, déjà. D'accord. Les causes du turnover, en réalité, elles n'ont pas changé, avec les années. C'est toujours les mêmes. C'est à partir d'un certain grade. En général, le moment charnière, c'est entre 3 et 5 ans. Là, c'est le moment où ils commencent à se poser des questions. Nous, sur ces moments-là, ils sont au grade de senior. Donc, ils ont déjà managé des équipes, ils sont en front avec les clients, ils ont développé quand même pas mal de compétences techniques. Donc, ils ont un bagage déjà intéressant qui, sur le marché de l'emploi, est assez vendeur. Donc, du coup, ils se font chasser partout pour des postes en corporate, mais pas que. Et donc, du coup, nous, les causes du départ, c'est plus, j'ai une belle opportunité ailleurs, chez un client, en corporate, en inspection générale, ou
j'ai carrément envie de monter ma boîte parce que j'ai vu tellement de clients différents, j'ai appris tellement de choses, j'ai vu des business models et des cases un peu différents que du coup, j'ai envie d'aller monter ma boîte sur un sujet qui n'a rien à voir en général avec le sujet de l'expertise comptable et de l'audit, mais ils utilisent en fait toutes les compétences qu'ils ont développées à ce moment-là. Donc voilà, mais c'est des raisons plutôt, j'ai envie de dire, naturelles de départ et qui font partie de la structure d'un cabinet d'audit et de conseil classique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on a souvent dans les cabinets, le fait de pas avoir le diplôme d'expert comptable, on arrive à un plancher de verre, entre guillemets, ou... Ça arrive tellement tardivement, cette exigence. En fait, on exige d'une certaine manière qu'ils aient le DEC. Vraiment, au grade de senior manager, faut qu'ils l'aient. Mais le temps qu'ils arrivent jusque-là, il se passe quand même du temps. Et aujourd'hui, et on le voit, le turnover a toujours été aux alentours de 20%, mais même les jeunes générations, aujourd'hui, ils se projettent pas dans une entreprise jusqu'à 7-8 ans, qui est à peu près le niveau pour être senior manager. Donc en fait, le DEC, pour eux, ça leur paraît pas du tout être la priorité tout de suite. Donc non, c'est pas ça qui crée le turnover, parce qu'on l'exige que beaucoup plus tard, en réalité. Alors après, il y en a plein qui continuent, ils ont leurs UV du DSCG, donc hop, ils continuent dans le système. Et nous, on les accompagne pour le passage du DEC, pour le mémoire, ils ont un tuteur de mémoire, ils ont les heures à l'ordre, etc. Mais bon, c'est pas ça qui les fait partir, en tout cas, à un moment de se dire, j'ai pas le DEC, donc, et j'ai pas envie de le passer, donc je m'en vais. Est-ce que c'est pas aussi parce que c'est on fait beaucoup d'heures aussi à cette période-là, on a comme tendance à s'investir, tu vois, dans le métier, et on arrive à des âges où on se dit, bon, je vais peut-être être papa ou maman, je veux revoir ma vie pro, comme tu me le dis, et perso, et j'ai des belles opportunités où je vais peut-être pouvoir mieux gérer cette vie. C'est vrai. Et c'est pour ça que ça se passe souvent au grade de senior, tu vois, qui est un peu le moment où ça y est, tu commences, en général, tu commences à construire ta vie perso, à être propriétaire, donc il va y avoir des projets, etc. Et c'est à ce moment-là, en réalité, que l'équilibre de vie se questionne beaucoup de est-ce que j'ai envie d'avoir encore ce rythme? Oui, non. Est-ce que je suis capable de l'assumer aussi avec une vie de famille, machin? Ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les mamans encore, enfin les futures mamans. Même pas chez les hommes, les nouvelles générations? Ils s'en soucient de plus en plus, bien évidemment, mais c'est encore très marqué chez les femmes. Quand on le regarde au niveau du turnover, ce moment-là, les femmes se posent toute la question et se disent toutes, est-ce que j'ai envie de continuer dans ce rythme-là? Oui, non. Est-ce que j'ai des modèles de femmes qui ont réussi à faire la vie perso et la vie pro dans le même temps? Et donc, en effet, certains préfèrent le choix de en fait, je vais aller en corporate, ce sera un peu plus... je dis pas que c'est cool, mais en tout cas, les horaires seront un peu différents, plus de stabilité, moins de pics, en effet, d'activité, et donc plus facile pour moi à gérer. Mais ça, je dirais pas que c'est des stéréotypes, parce que je pense que c'est une réalité quand même. C'est des métiers exigeants qui demandent une amplitude horaire, et ça, on va pas se le cacher, ça, c'est une réalité. Après, on a beaucoup d'exemples quand même de papa ou de maman qui s'investissent toujours autant, mais qui arrivent à concilier vie pro, vie perso. C'est aussi une capacité à verbaliser de moi, ce soir, je vais chercher mon fils à la crèche et en fait, c'est ce soir et c'est pas un autre soir. Et en fait, j'ai cette contrainte-là. Le faire savoir à son équipe, le faire savoir parfois à son client. Qu'en fait, c'est pas toujours évident, mais voilà. Que parfois, on a des contraintes. Et après, c'est la flexibilité horaire. C'est, par exemple, si on doit aller chercher son enfant à la crèche à 17h, on a cette contrainte-là, hop, on y va et on va le récupérer. Si on a besoin de rebosser derrière et que ça dérange pas, la personne, elle fait comme elle veut, en fait, pour gérer son temps. C'est à elle de gérer son temps. Tant que le job est fait dans le temps imparti, en soi, personne n'a rien le droit de dire. La personne se gère en termes de temps. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille encore beaucoup en interne parce que c'est des stéréotypes qu'on doit un peu déconstruire, même si ça reste des métiers impliquants. Puis il faut pas oublier de dire qu'on peut pas non plus plaire à tout le monde. Oui. Et qu'il vaut mieux affirmer certaines choses dès le départ, comme ça les personnes aussi... Ils font des choix. Des choix, ouais. Ah ouais, tout à fait. Est-ce que tu pourrais me partager des exemples de stratégies que tu as réussi justement pour essayer de réduire ce turnover? Parce que je trouve que c'est bien 23, je m'attendais plus que tu me dises du 30. Souvent, oui, chez les Bigs, c'est plutôt du 30. Ouais. Donc je trouve c'est bien, vous l'avez baissé, quoi. Oui. En fait, je suis pas sûre qu'on ait une vraie volonté de baisser le turnover. Je le dirais pas comme ça en tout cas. Notre turnover, il est bien comme ça, à 23%, c'est plutôt notre rythme de croisière habituel. C'est ce qui fait qu'on a cette organisation pyramidale. De toute façon, tout le monde ne pourrait pas devenir associé, ça ne marche pas. Donc voilà, on n'a pas de volonté à réduire le turnover. Par contre,
on a une volonté, bien sûr, de fidéliser les meilleurs et que les meilleurs ne partent pas. Donc c'est un petit peu différent. Et là, sur ça, on a mis en place... Alors, je vais te donner 2 exemples qui sont très récents, enfin même 3 exemples. On s'est dit, c'est des métiers impliquants. Et nous, il y a beaucoup de collaborateurs qui nous disent, en fait, malgré les congés qu'on peut avoir, etc., on a besoin de temps de respiration, de temps de pause, mais de vraies pauses, pas juste les vacances estivales, etc., où tout le monde est en vacances en même temps. Voilà, on a besoin d'un vrai moment. Et on avait de plus en plus de demandes de congés sabbatiques chez Mazars. Ce qu'on faisait, hein, on n'avait pas de sujet, mais par contre, voilà. Et comme on a vu cette explosion-là de congés sabbatiques, de ces besoins de temps de respiration que les gens verbalisaient ou ne verbalisaient pas, mais en tout cas, on sentait qu'ils avaient besoin de temps de pause. Du coup, on a mis en place ce qu'on appelle le Mazars Break. En fait, c'est un congé sabbatique pendant 3 mois. Mais par contre, ils sont quand même payés à 50%. Donc, ils sont encore salariés. Enfin, voilà. Dans le cadre d'un congé sabbatique, c'est un peu différent. Le contrat s'arrête, on n'est plus payé, etc. Comment tu gères ta masse ? En fait, en vrai, ça représente pas tant de gens que ça qui partent en Mazars Break, hein, mais pour le coup, voilà, on se dit que c'est un investissement qu'on se doit de faire vis-à-vis de nos collaborateurs, parce que c'est ce qui leur permet de prendre du temps pour eux, de se poser, de se questionner, de se rééquilibrer, on va dire, et puis de répondre à des questions qu'ils peuvent avoir aussi. Parfois, c'est des temps où ils ont besoin de réfléchir un peu à « mais en fait, j'ai envie d'aller où ?» Parce que parfois, ce que je trouve, c'est que les cabinets d'audit et de conseil et d'expertise comptable, on a un peu un parcours tout tracé. Parfois, on se pose pas trop la question. Ok, je suis junior, je passe senior, puis manager, ta. Puis en fait, on se pose pas la question. Et en fait, des fois, ils ont des petites ruptures où ils se disent, mais attends, juste, est-ce que je suis dans le bon métier? Est-ce que je sais où je vais? Enfin, là, je vais sur le grade de manager ou senior manager. Ça commence à être de plus en plus impliquant. On va me demander de passer le diplôme. Voilà, après, il y a l'association. Alors là, c'est une autre étape. Est-ce que je veux vraiment aller vers ça? Et aussi, ces temps de respiration, ça leur permet juste de se reposer et de se questionner sur est-ce que c'est ça que je veux? Ou est-ce que c'est ça que je veux pas? C'est pas grave, mais en tout cas de se questionner et d'être un peu aligné avec eux-mêmes et pas d'être dans le couloir de toute façon j'y vais, tout le monde fait comme ça, boum boum boum, je suis un mouton et je suis tout le monde, mais vraiment de prendre ce temps pour se poser des questions. Donc ça, on a mis en place. Donc ça date de l'année dernière pour le coup. Donc on a pas mal de collaborateurs. On a je crois sur la France entière, on a 15 collaborateurs qui ont fait un Mazars Break. Bon, il y a des conditions, hein, bien sûr, il faut avoir 5 ans d'ancienneté, voilà. Il faut avoir un vrai projet, voilà. Autre chose qu'on a mis en place, on a mis en place le congé second parent, parce qu'on se disait que c'est toujours, d'une certaine manière, et pardon, je mets des guillemets, mais c'est toujours les femmes un peu qui pâtissent du fait que elles partent en congé mat pendant un certain temps de leur carrière, et du coup ça crée une rupture. Et de l'autre côté, le second parent, quel qu'il soit, lui, le vit mal parce qu'il n'est pas à la maison, il n'est pas là pour aider. Or, il vit aussi l'arrivée de cet enfant, premier, deuxième ou troisième, peu importe, mais en tout cas, voilà. C'est pas facile aussi en termes d'équilibre, toujours, et on a envie d'aider, mais on n'est pas là, donc voilà. Et donc, on s'est dit, en fait, on va aligner le congé du second parent sur le congé maternité post-naissance. Et donc, en fait, c'est en majorité des papas, bien évidemment, mais donc les papas bénéficient en effet de la possibilité du congé second parent, qui est de quasiment 2 mois et demi, presque 3 mois. Ça, c'est top, ça. Et donc, ils peuvent profiter en famille, du coup, de cette arrivée et de ce nouveau rythme qu'il faut mettre en place, sans culpabiliser de je suis au travail, je suis pas à la maison, est-ce qu'on s'en sort, blabla. Donc ça permettait aussi à nos collaborateurs de se sentir parfois un peu plus à l'aise dans ce passage d'étape. Voilà un petit peu les exemples que j'avais en tête. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour un petit cabinet? Parce que ça, par exemple, là, il y a une petite touche financière, ils vont me dire, ok, c'est Mazars, eux, ils ont peut-être un peu d'argent, nous, on pourra pas. Des trucs peut-être plus simples, mais qui sont quand même un petit peu sexy, quoi. Non, je pense qu'après, des choses plus simples à mettre en place, c'est encore une fois du sur-mesure, répondre aux attentes des collaborateurs, les suivre et surtout, prendre du temps avec eux pour les accompagner sur quel est le projet professionnel, là où ils ont envie d'aller. Et du coup les accompagner dans ce fameux chemin, que ce soit dans le cabinet ou pas d'ailleurs. Dans le cabinet, s'ils ont envie, je sais pas, ils sont experts comptables et ils ont envie de se spécialiser en sustainability, mais qu'il y a rien qui existe dans le cabinet en question, c'est pas grave, il va faire une formation. Oui, c'est un coût, c'est un investissement, mais en fait, on pense que c'est un levier hyper important et donc on y va, on investit sur lui. Et s'il reste, tant mieux. Et s'il reste pas, c'est pas grave, en fait. Il parlera très bien du cabinet à l'extérieur. Il enverra certainement des candidats demain au cabinet en disant c'est un super cabinet, ils m'ont formé, c'est grâce à eux que j'en suis là, etc.
Et donc, en fait, c'est prendre le temps d'écouter ses salariés et en prendre soin et les accompagner dans leur carrière, c'est le principal. Et il faut pas avoir peur de se dire, alors ça, c'est peut-être c'est la vision mazarienne, mais il faut pas avoir peur de se dire que, en fait, un salarié, s'il reste pas chez vous toute sa carrière, c'est pas grave. En fait, ça, c'est important parce que déjà, les nouvelles générations sont pas du tout dans ce mindset-là. Je lisais dans une étude Job Teaser que 8 jeunes sur 10 se projettent moins de 5 ans dans une entreprise, ce qui est quand même énorme. Et en fait, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est des clients demain, c'est des ambassadeurs de votre cabinet aussi auprès d'autres candidats demain. Nous, on chérit beaucoup les gens qui s'en vont. Autant que les gens qui sont chez nous, parce qu'en fait, c'est des futurs prospects, c'est des gens qui vont nous coopter des profils de qualité, c'est des gens qui peuvent revenir, ça peut être des salariés boomerang, parce que à l'époque, on s'était quitté, mais en fait, on s'était quitté en tellement bons termes. Maintenant, on a créé autre chose, et en fait, cette personne-là, elle est dans ce domaine-là, boum, on va la chercher, etc. Donc, en fait, il y a plein de possibilités, il faut pas se dire, il faut qu'ils restent. S'ils s'en vont, c'est qu'ils vont chercher autre chose, et c'est pas grave, mais il faut le faire de la bonne manière. Il faut se donner toutes les clés pour que ça se passe bien, en termes d'expérience collaborateur et d'expérience de sortie, d'offboarding. J'allais plus loin, toi. Dans la profession, donc on n'a pas forcément difficulté pour trouver. En plus, il y a des augmentations au niveau des personnes qui vont dans le diplôme des SCG. Par contre, on a du mal à les fidéliser. Et c'est un coût derrière. Et à chaque fois, on se dit, je vais remettre des coûts, il va falloir que je reforme, je perds du temps. Et en fait, les petits cabinets, si tu veux, ils ont une vision, du coup, ça prend du temps. Est-ce que je vais être rentable? Mes clients veulent aussi de la continuité avec la personne. Et puis tu dis, là, les jeunes, ils se projettent pas à 5 ans. Toi, ça te demande un travail énorme. Toujours s'adapter. Comment tu fais? Je veux dire, c'est énergivore, quoi. C'est énergivore, mais en même temps, en fait, ce qui est difficile, c'est que oui, on arrive bien à mesurer il s'en va, du coup, on perd la connaissance, on perd la continuité avec le client, mais on mesure pas il s'en va, mais il s'en va chez un client. En fait, c'est hyper fort pour nous qu'un client recrute un collaborateur de notre cabinet. Ça veut dire qu'il a extrêmement confiance en notre capacité à le former et à le rendre bon. C'est quelqu'un qui connaît très bien le cabinet, donc il va faire appel à nous s'il y a des missions en fait en expertise comptable, voilà. Et c'est quelqu'un qui va nous envoyer des gens parce qu'il sera passé par une bonne école, il aura vécu une bonne expérience. Et tous ces coûts-là d'acquisition de clients, parce qu'on va faire de la prospection, parce qu'on va aller chercher des candidats sur les job boards, sur les campus, etc. Tout ça, c'est des coûts cachés qu'on voit pas si on permet à quelqu'un de partir et que c'est pas grave et que en fait la sortie se passe bien. Donc c'est aussi des économies d'un certain côté. Donc pour moi c'est pas un sujet en fait. Oui, c'est des coûts perdus d'un côté, mais en fait c'est des coûts gagnés de l'autre. Et dans la stratégie de recrutement, est-ce que ça vaut le coup du coup de s'organiser à 5 ans? Est-ce qu'il vaut mieux pas rester maintenant à une vision 1 an, 2 ans maximum? Dis-moi ce que t'en penses. Ça change beaucoup, hein. On sort du Covid, la jeunesse elle a vraiment du mal à se projeter, donc toi aussi, donc tu peux pas. C'est dur de. En vrai, je pense que nous, en tout cas, dans ce qu'on projette, sur les premières années, ils sont quand même assez stables dans le sens où ils savent que c'est des métiers où ils apprennent beaucoup. En fait, ils engrangent, c'est un peu des éponges. Ils engrangent de la connaissance, ils engrangent des connaissances à la fois techniques, commerciales, managériales. Donc sur les premières années, ils apprennent beaucoup et c'est les années où ils ont envie de cet apprentissage et ils ont moins de contraintes qui fait qu'ils ont ce sentiment ce besoin de beaucoup plus d'équilibre que peuvent avoir des plus expérimentés. Et donc du coup, à 3 ans, pour moi, une projection à 3 ans, c'est très bien. Et je pense que c'est facile à tenir. Au-delà de 3 ans, là, c'est un peu plus difficile. Ouais. En regardant peut-être son cap aussi d'objectif d'entreprise en disant comment je vais faire grandir mon cabinet. C'est ça. Allez, on va sur le mot qu'on adore tous, c'est le mot rémunération. Yes. Et avantages. Vas-y. Alors, comment ça se passe chez Mazars sur la question de la rémunération et des avantages? Est-ce qu'il y a une grille? Est-ce qu'on peut négocier? Comment on fait pour rester compétitif par rapport aux autres cabinets? Donc nous, on a une grille de salaire extrêmement simple, qui est basée, mais en effet sur le diplôme. Donc voilà, donc en fait quand on arrive jeune diplômé, en fonction de son diplôme, on a tel type de salaire. Et en fait, le diplôme se gomme à peu près aux alentours de la 4e, 5e année chez Mazars. Donc à performance égale, quel que soit le niveau de diplôme, ils ont exactement le même niveau de salaire. Nos grilles sont complètement transparentes, donc elles sont pas affichées dans l'intranet, mais tout collaborateur peut venir le consulter chez nous, il n'y a pas de sujet. Nous, ce qui est très important dans nos grilles, c'est qu'il n'y a pas de négo. Donc en fait, c'est équitable. À partir du moment où tu viens de telle école, tu as tel niveau de performance, tu atteins tel niveau de grille. Et il n'y a pas de négo possible. Enfin, ça n'existe pas. Donc, en fait,
ils savent ils savent à quel échelon ils vont à chaque étape en fonction de leur niveau de performance. Donc sur ça, c'est assez transparent et assez facile. Enfin, je trouve que en termes de projection, c'est hyper facile. Donc ça, et c'est très équitable, et c'est sur la base de la méritocratie. Donc il y a que hormis le diplôme qui reste un petit peu de temps, mais sinon c'est que sur la base de la performance individuelle. Et c'est équitable dans le sens où en fait toutes les équipes sont logées à la même enseigne. C'est pas au bon vouloir du manager, c'est une grille, elle est commune pour tout le monde. Pour pas tous les métiers, parce que tous les métiers n'adressent pas le même marché, mais on peut avoir des grilles par métier, mais en tout cas, par exemple, à l'expertise comptable, tout le monde est rémunéré pareil, qu'ils adressent des grands comptes, des petits comptes, qu'ils fassent de l'externalisation ou qu'ils fassent de la conso. Donc en fait, ils ont tous la même rémunération. Donc ça, c'est hyper important. Et après, j'ai oublié ta deuxième question, pardon. Eh ben, tout ce qui va être les avantages, est-ce que vous avez des prix Alors en fait, on a un package qui est un peu particulier. Nous, on a un package global. En fait, notre fondateur, il était un petit peu obsédé par l'optimisation fiscale. Et donc, du coup, on a un package de rémunération qui est beaucoup basé sur ça, avec des possibilités d'optimisation fiscale si on le souhaite, notamment avec l'intéressement, la participation, etc. Et donc voilà, c'est un avantage, en tout cas, qu'on offre à nos salariés de choisir de défiscaliser une partie de leur rémunération sur le plan épargne entreprise. Voilà, c'est un système qui est un peu particulier. Et pour rester compétitif sur la grille, en fait, nous, on fait beaucoup de benchmark. Donc, on écoute beaucoup les candidats. Donc, en fait, les candidats, dès qu'ils ont une proposition ailleurs, on leur demande où, à quel salaire précisément. Et on prend des notes sur tout ce qu'ils nous racontent au maximum. Bien sûr, on regarde un peu l'évolution du marché. Donc, les cabinets de recrutement font plein d'études de rémunération qu'on suit quand même un petit peu. Vous calquez sur les Big Four ? Pas toujours, ça dépend. On n'a pas les mêmes arbitrages, on va dire. On n'a pas toujours les mêmes arbitrages. Donc ça dépend. Oui, on va suivre une tendance commune quand même parce que si eux sont à 5-4 plus que nous, c'est sûr que ça va pas marcher. Mais par contre, parfois sur certaines équipes ou sur certains diplômes, on va pas rémunérer pareil parce que nous, on souhaite, c'est une école très forte chez nous et on a besoin de la valoriser, ce qui est moins le cas peut-être chez eux et donc du coup on fait des différences comme ça. Mais on regarde quand même la tendance marché. On peut pas rémunérer 5 cas de moins qu'un Big Four. C'est pas entendable. Pas chez les candidats, en tout cas pas chez les candidats qui sortent de grandes écoles. Aussi parce qu'ils ont des gros pré-étudiants. Ils ont aussi des contraintes de la vie parisienne, parfois, qui fait que, en effet, il faut quand même un pouvoir d'achat certain. La rémunération, c'est toujours quand même le premier levier, d'après toi, que ton recul ? Oui, ça reste le sujet sur lequel les candidats sont particulièrement attentifs. Et ça fait partie des premiers critères de sélection d'une entreprise versus une autre. Je dis pas que c'est l'unique, mais en tout cas, il est dans le top 3, c'est sûr. Après, il va y avoir tout ce qui va être, en effet, environnement de travail. Est-ce qu'ils ont... En tout cas, les gens qu'ils ont rencontrés dans le process, les échos qu'ils ont de l'entreprise, etc. Est-ce que ça correspond à leurs attentes ? Est-ce que ça correspond à leurs valeurs aussi ? Et puis après, ça va être bien sûr la partie perspective d'évolution, apprentissage constant, etc. Mais oui, faut pas se mentir, le salaire reste un des choix principaux des candidats. Et je vois que tu m'aides parce qu'à chaque fois, en France, on n'aime pas parler d'argent. Voilà, c'est culturel. On a tendance, lors d'un rendez-vous, de se dire, allez, les 5 dernières, on va en parler tout doucement, en baissant la voix, dire le prix. Est-ce qu'il faut avoir peur de parler d'argent ? Est-ce qu'il faut être transparent ? Aide-nous pour que... Ouais, de toute façon. Ouais, alors je pense que en fait c'est plutôt l'État va choisir pour nous puisque là, tu sais, ils ont publié une loi sur la transparence salariale, notamment pour l'égalité homme-femme. Et donc du coup, tous, comme tout cabinet, toute entreprise, on va tous devoir afficher les salaires dorénavant, en tout cas des fourchettes de salaire. Et donc ça va être de manière complètement obligatoire. Et moi, je suis d'accord avec toi. C'est un peu tabou aujourd'hui, alors que ça fait partie de leurs premiers critères de sélection. En vrai, si le candidat il a l'info tout de suite sur l'annonce, au moins c'est en phase avec ce qu'il souhaite. Oui, non, ça te fait déjà un premier filtre. Mais au moins t'as pas le débat après de se dire on a passé 3 entretiens avec lui et en fait on se rend compte que ses prétentions salariales sont bien au-dessus de ce qu'on est capable de donner. On a perdu du temps en réalité. C'était bien que tu dises ça, toi. Je rebondis tout de suite, désolé de te couper, en disant on n'aime pas mettre des fourchettes dans les offres d'emploi. On dit non, jamais, on verra. Et tu viens de le dire, en fait, on perd du temps. Il vaut mieux le mettre dès le départ et ça filtre. Complètement. Après, faut pas mettre des fourchettes de 34 différences, tu vois, pour rester raisonnable. Mais je pense que quelqu'un comprend. Sur un grade de senior, t'as le jeune senior et t'as le senior expérimenté. Ta fourchette, elle peut totalement s'expliquer par l'acquisition d'expérience. Moi, je trouve ça complètement cohérent.
Et on gagne tous du temps. Donc autant l'afficher. Et de toute façon, on va être obligé de le faire. Donc très bien, ils auront choisi pour nous, mais au moins, voilà. Ça permettra aussi de gagner en transparence. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ce que veulent les jeunes, et je pense les moins jeunes aussi, ce sujet de transparence salariale, ça a toujours été un sujet. En France, c'est très tabou, mais en vrai, on s'en parle tous un peu avec nos copains de promo, ceux qui sont un peu à côté de nous, etc. Et toi, tu gagnes combien? Et là, t'as eu combien de pourcentage d'augmentation? Nanana. Nous, on le voit chez Mazars, dès que c'est les évaluations et qu'après tombent les rémunérations, c'est et toi, t'as eu combien? Ils sont tous dans le couloir. Voilà, c'est vraiment chacun se passe le mot. Et en fait, le fait de le rendre transparent et vraiment visible de tous, en fait, ça coupe tout ça. C'est on dit de bruit de couloir, de mais lui, il a été mieux que moi, nanana, pourquoi? En fait, non, la grille, c'est ça. Ta performance, c'est ça. Voilà, tu dois atterrir à tel niveau. Et donc, nous, le fait que les grilles soient accessibles, pour moi, c'est censé tuer toute discussion, toute discussion de couloir comme ça. Mais en réalité, c'est pas toujours le cas parce que ils osent pas venir regarder les grilles et nous les demander, même si elles sont en libre accès. Coucou, oui. On peut voir les rémunérations. Alors, il y en a certains qui ont osé et je trouve ça bien, mais pas beaucoup ne viennent quand même. Mais au moins, c'est peut-être plus simple quand on parle sur le côté recrutement RH pour toi de le gérer en tant que chef d'entreprise, de cabinet ou en tant que responsable RH. Et je trouve que tu vois aussi, le fait d'avoir cette grille-là qui est figée, non, elle évolue chaque année, mais en tout cas qui est fixe. Qui est claire pour tout le monde, à tel niveau de performance, t'atterris là, si t'as tel et tel niveau de diplôme. En termes de gestion de la masse salariale aussi, c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'il n'y a pas de marge de « Ah non, mais lui, tu peux lui donner un peu plus parce que... » on sait qu'ils atterrissent là et en termes de gestion de la masse salariale, pour nous, c'est très clair. C'est beaucoup plus facile, je trouve, à gérer que... moi, j'étais en banque pendant mes stages et c'était une tannée. C'était à chaque manager son bon vouloir, quoi. Ouais, et ça, c'est pas souvent top. Donc, on a fait un petit peu rémunération, turnover. Et moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la partie pour attirer et aussi fidéliser, la partie réseaux sociaux et marque employeur. Oui. Donc, comment ça se passe chez vous pour s'occuper? Vous êtes combien? Et pourquoi c'est aussi important la marque employeur pour Mazars? Alors, ils sont 3 dans l'équipe marque employeur. Si je prends que la marque employeur digitale. Oui, que marque employeur. Ouais, marque employeur digitale, donc site carrière, réseaux sociaux et tous les job boards. C'est vraiment 3 personnes à temps plein, du coup. 3 CDI. Pourquoi c'est aussi important? En fait, on a, je trouve... Bon, déjà, on a une connaissance de notre métier qui est un peu biaisée. Donc, on a un vrai enjeu on a beaucoup de candidats, mais par contre, est-ce qu'on attire ceux qu'on veut? Je m'interroge parfois. Aussi, est-ce qu'on connaît bien nos métiers? Parfois, ils ont des vrais a priori et des vrais stéréotypes sur nos métiers. Pour te donner un exemple, on a mené une étude avec l'EDEC, qui est un espèce de centre d'études qui s'appelle le New Gen Center. Ils ont fait une étude sur la perception des métiers de l'audit par les jeunes versus ce que vivent vraiment les jeunes quand ils arrivent chez nous. Il y avait des écarts, c'était assez étonnant, où les jeunes, par exemple, pensent que c'est un métier solitaire, le métier d'auditeur. Alors qu'ils ne sont que en équipe tout le temps. Ils pensent que c'est un métier sédentaire. 70% de leur temps, ils sont chez le client. Que des trucs comme ça, où ils pensent que les process de recrutement sont très sélectifs. On recrute quand même plus de 1300 jeunes par an, donc on se détend un tout petit peu sur la sélectivité. Oui, j'ai 85 000 candidatures, mais malgré tout, une entreprise qui recrute 1300 jeunes, on est quand même assez large en termes de sélectivité. Je dis pas qu'on prend n'importe qui, mais par contre, reste un process accessible. On n'est pas Facebook non plus, donc on n'a pas 18 entretiens. Donc, ils avaient des vrais a priori sur nos métiers, et ça, le rôle de la marque employeur, c'est faire connaître nos métiers, déconstruire les a priori, faire découvrir nos métiers d'une autre manière, du coup. Donc ça, et puis après, marquer notre différence. On est un marché qui est très trusté, en effet, par nos confrères des Big Four, d'autres cabinets de taille moyenne, et après, plein de petits cabinets, mais on n'arrive pas toujours à savoir... pourquoi j'irai chez lui, c'est quoi sa différence, etc. Et la marque employeur, en fait, elle va servir à dire, viens chez moi, parce que ce que tu vas trouver chez moi, tu le trouveras pas chez les autres, et ce que tu vas trouver, c'est ça, ça, ça et ça. Mais pour ça, ça demande quand même un gros travail. Ça demande quand même un travail de bien se connaître. Donc nous, je sais qu'à l'ancienne époque, quand j'étais arrivée, on va dire, c'est un travail on interroge tous nos collaborateurs sur, ok, qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint Mazars au départ? Est-ce qu'on a tenu notre promesse? Qu'est-ce qui vous fait rester? Quels sont les éléments importants pour vous qui caractérisent Mazars spécifiquement? On a aussi interrogé des gens qui venaient d'autres cabinets
pour voir un petit peu, eux, ce qui les interpellait en termes de différence. On a agrégé tout ça et on s'est dit, en fait, ça et ça, en fait, c'est ce qu'on est nous. Et donc, c'est ce qu'on a envie de faire transparaître à nos candidats et c'est ça qui nous a permis de construire notre marque employeur. Voilà, un peu marketé et tout ça, mais c'est ça qui nous a permis de construire notre marque employeur et après de la déployer sur des canaux type les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça, mais en effet, de le déployer sur les réseaux sociaux après. C'est bien ce que tu as dit, c'est de faire un petit peu, prendre de la hauteur et voir ce que l'on est, parce que des fois, entre ce que l'on pense ressortir et l'image, la perception qu'on a extérieure, il y a un fossé. Ouais. Donc c'est bien de demander. Tout à fait. Et l'autre point sur lequel je voulais voir avec toi, sur cette partie marque employeur, et les choses qu'on n'aime pas trop dans la profession, c'est qu'on se dit, bon, c'est bien, mais mes résultats, je vais les avoir à 5 ou 6 ans et j'ai pas le temps, on veut tout de suite. Est-ce que toi, avec ton recul, maintenant, avec Mazars, te dire, ok, ça a pris du temps, par contre, maintenant, ça roule, en fait. On a même plus besoin de court terme, quoi. Oui, c'est un investissement, j'avoue, c'est une certaine endurance, et c'est un investissement de moyen terme. Après, en effet, ça vaut le coup. Et aujourd'hui, je dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, en termes d'attractivité, nous, je pense qu'on est très attractifs. Voilà, le nombre de candidatures le montre. Je pense qu'ils ont compris qui était Mazars et s'ils viennent chez nous et s'ils candidatent chez nous, c'est pour les bonnes raisons. Donc ça, c'est parfait. Et on arrive, aujourd'hui, quand on demande à un étudiant de distinguer Mazars versus les autres, il arrive assez bien à le faire. Ça veut dire qu'il y a des ancrages qui ont été faits. Donc ça a pris du temps. Mais en fait, ça permet aussi de créer des ancrages, des automatismes et d'être vraiment identifié comme un employeur de choix. Donc oui, malheureusement, il faut se donner ce temps-là. Ça paye pas tout de suite, mais par contre, oui, c'est que des gains pour plus tard. Est-ce que tu peux m'aider, moi, sur cette marque employeur? Qu'est-ce que peut faire en fait un petit cabinet sans avoir des investissements massifs sur le marketing? Ouais, moi je me disais... Bon, je pense que quand même une personne dédiée sur le sujet, c'est important parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend. Un collaborateur, on pourrait donner? Oui, mais quand même quelqu'un qui vient de la com, c'est pas inintéressant parce qu'en fait, il va avoir les codes de la com, les codes des réseaux sociaux. Enfin, en fait, pardon, mais un collaborateur, il n'a pas à moins qu'il soit TikToker sur ses heures perdues, ce qui est possible. À demander, voilà. Voilà, mais ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, c'est la bonne approche de la marque employeur. Il aura les codes des réseaux sociaux, il saura quels canaux activer, comment les activer, quel ton, qu'est-ce que je vais utiliser aussi comme ligne éditoriale. Enfin voilà, c'est des gens qui sont quand même spécialisés dans le domaine. Donc moi, je trouve que quand même investir dans une personne. Alors je sais pas si c'est du CDI, voilà, après à voir en termes de typologie de contrat, mais je trouve que c'est important d'avoir quand même un expert du sujet, notamment dans la phase de lancement. Ça, c'est le premier truc que j'aurais dit. Deuxième truc, je pense qu'il coûte pas si cher que ça, mais qui quand même peut permettre aussi de se faire connaître facilement, c'est du sponsoring sur les réseaux sociaux. Donc de payer de la sponsorisation sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Enfin, en tout cas, en fonction de qui est la cible. Ça coûte pas si cher. Et en vrai, ça permet quand même de remonter dans les fils d'actualité, d'être vu et de générer un peu de prise de connaissance et de prise de conscience de qui est le cabinet en question, voilà. Donc ça, je trouvais que c'était bien. Et après, moi, j'aurais dit un truc qui coûte rien du tout pour le coup, c'est utiliser les collaborateurs comme des ambassadeurs, genre quel est le meilleur ambassadeur du cabinet que d'utiliser un collaborateur, le temps d'un collaborateur et d'utiliser son réseau. Donc, utiliser ses collaborateurs pour qu'ils diffusent de l'information sur le cabinet. En fait, ils vont publier, hop, et l'effet, en fait, buzz va se poursuivre parce que c'est un collaborateur qui publie auprès de son réseau. Ce réseau va liker, partager, ça va apparaître sur les pages d'autres, etc., etc. Et en fait, cet effet de masse, ça, je trouve que c'est gratuit, pour le coup. Ça coûte rien, hormis embarquer les collaborateurs là-dedans. Et pour le coup, c'est ce qui marche aussi extrêmement bien. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une communication? Donc là, on était plutôt sur le côté recrutement, peut-être. Est-ce qu'on peut aussi communiquer pour vendre le cabinet, je veux dire, auprès des prospects ou expliquer aussi à nos clients, expliquer des nouveaux conseils, expliquer des nouvelles choses qu'on vend? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, en termes tu veux dire de marketing, commercialement parlant? Commercialement. LinkedIn, pour le coup, est totalement adapté pour ça, Je dis pas que tous les réseaux sociaux, je suis pas sûre que TikTok soit adapté, mais typiquement LinkedIn, oui, c'est l'un des meilleurs canaux aussi pour se faire connaître en termes sur nos aspects de vente. Enfin, en tout cas, ce qu'on est capable de proposer à nos clients, comment on les adresse, quel type de sujet. Typiquement, tu vois, un livre blanc qui a été écrit par l'équipe X sur tel et tel sujet, le mettre en avant sur LinkedIn, même le sponsoriser auprès de DAF de différentes sociétés parce que c'est ce qui va les intéresser à un instant T.
Ça, c'est une super idée. Je pense que ça marche du feu de Dieu. Ce qu'il faut relever aussi, c'est qu'on a plein d'informations et souvent on regarde pour nous. On n'ose pas. Soit on se dit, c'est pas intéressant, ou sinon, on va tout donner et les gens, ils auront plus besoin de moi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'il faut partager. Ouais, moi aussi. De toute manière, les gens, ils ont pas le temps de le faire, ils ont pas envie, ils aiment pas trop. Donc, t'as osé dire, voilà, on existe, on est là, voilà. On a telle expertise. Au contraire, je trouve que ça a un côté aussi. Alors ça, c'est peut-être très français. Tu vois, je me dis, je suis pas sûre que des cabinets anglo-saxons ont la même manière de voir les choses. Mais ça, c'est très français, le côté humilité de non, mais en fait, ça, je peux pas trop le dire, je veux pas trop le montrer. J'ai peur de les spammer avec mes sujets, etc. Oui, mais en fait, aujourd'hui, la société de consommation d'informations, elle est énorme. Donc, faut pas s'inquiéter. Et au contraire, je pense que les clients, les prospects, mais les candidats de manière générale, ils ont besoin d'informations sur l'entreprise. Et tout ce que vous allez leur mettre sous le nez, c'est tout ce qu'ils n'auront pas besoin d'aller fouiller, etc. Et c'est ça qu'ils vont aller récupérer comme information. Et ce sur quoi ils vont se baser pour juger qui vous êtes et pourquoi ils auraient envie de vous rejoindre, travailler avec vous, vous demander une mission de conseil et d'expertise, voilà. Surtout que des fois, ils osent pas, ils attendent que ça. Ouais, exactement. On est presque à la fin. J'aimerais que tu me donnes, toi, ton ultime conseil pour les petits cabinets. Quelle devrait être la priorité pour tout ce qui est recrutement? Elle est pas facile celle-là et je te mets un peu les pieds dans le plat. En fait, je m'étais noté 2 conseils, si tu m'autorises 2. Vas-y, bien sûr. Mais je l'ai déjà dit, mais c'est du coup bien se connaître. Et donc faire ce travail un tout petit peu de recul pour bien identifier qui on est, ce qui fait nos forces, quels sont nos pain points aussi. Nos points de différenciation en fait. Ouais, nos points de différenciation sur le marché. Voilà, donc ça, toute la phase de connaissance, je pense que c'est un temps qu'il faut prendre absolument pour bien se connaître. Et puis le deuxième conseil, c'est aussi bien connaître nos cibles. En fait, nos cibles, elles ont des codes, des usages. Qui sont hyper importants. Typiquement, nous, on a lancé notre chaîne TikTok cette année parce que en fait, on sait que la Gen Z, aujourd'hui, elle passe quasiment, X%, 70% de son temps sur TikTok et un peu moins sur Instagram. Instagram, ça va être plutôt les 25-35. Nous, on veut aller toucher un peu plus tôt. Et du coup, TikTok est très adapté pour cette cible-là. Du coup, on a été sur TikTok, mais ça, c'est parce que on a travaillé cette cible. Ok, c'est quoi ses usages? Qu'est-ce qu'elle utilise comme canaux de communication? Comment on peut aller les toucher, voilà. Et tout ça, en fait, c'est ça qui va vous permettre aussi d'adapter, à la fois le ton que vous allez utiliser, vos lignes éditoriales, les canaux que vous allez utiliser, mais aussi tout le process de recrutement. Enfin voilà, quelque chose qui correspond aussi aux usages de votre cible. Tu vois, quand tu vois que nos cibles aujourd'hui, mais toi et moi, j'imagine qu'on utilise aussi ce genre de plateforme, mais quand on a des plateformes qui sont capables de nous livrer chez nous en 24 heures, avec un suivi de colis en direct de ton colis, il est là à un instant T, mais que ça, on n'est pas capable de le faire sur des candidatures, pour un candidat, c'est pas entendable. Ce qu'il vit dans son expérience de consommation, il doit le retrouver dans une expérience de candidature. Et tu vois, ne serait-ce que comprendre ça, de se dire, ah ouais, mais en fait, moi, aujourd'hui, ma consommation, c'est je sais où est mon colis à un instant T, je suis capable de le repérer, je suis livré en 24 heures chez moi. Un candidat, il n'entend pas qu'on lui réponde sous un mois. C'est pas son habitude en termes d'usage. Et tu vois, tout ça, comprendre sa cible et savoir ce qui marche pour elle, en fait, ça permet aussi de se questionner sur attends, qu'est-ce que je lui propose comme expérience, moi, à côté? En fait, répondre en un mois, ça marche pas du tout. Mais c'est bien ce que tu dis là sur l'expérience, où on pense trop que on va se comparer entre cabinets, alors que oui, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est plus large, il va comparer du Netflix, du Amazon, ou autre chose, et donc c'est vrai qu'il comprend pas. Il est dans ce phénomène-là. Et t'as tout à fait raison, tu vois, quand tu dis Netflix, typiquement, je sais pas, sur notre... Nous, on le fait pas, mais ça peut être une question, tu vois. Tu postules à une offre et qu'on te dise, en fait, tu pourrais aussi correspondre à ça, ça, ça et ça. Pareil, sur Netflix, quand tu regardes une série, il te dit, ah, t'as aimé ça? Ah, tu pourrais aimer ça, ça, ça et ça. Ça, on le fait pas. Or, ça fait partie des usages aujourd'hui qu'ils ont sur les différentes plateformes. Donc voilà, je me disais, ces 2 petits conseils, c'était pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis complètement d'accord avec toi. Ils sont super bien. Et j'ai une dernière pour certains qui vont se dire, bon, je suis un petit cabinet, moi, je vais faire la même chose que Mazar, mais à mon niveau. Est-ce que s'inspirer, ça peut être bien ou on pourra pas vous imiter? S'inspirer, c'est toujours bien parce que ça permet quand même en fait, mais les innovations, elles viennent aussi beaucoup une idée à un moment de quelqu'un que tu as un peu réadapté à ta sauce pour en faire une innovation. Donc, moi, s'inspirer, bien sûr, et nous, on s'inspire de plein de choses différentes. Donc, oui, s'inspirer, oui. Par contre, il faut quand même trouver le truc qui fait que c'est à vous,
et qui vous correspond et qu'on ressente que c'est l'histoire de ce cabinet et son ADN qu'on retrouve dans l'expérience et pas Mazars, parce que du coup, ça n'a pas de sens. Ouais, ça sonnerait faux. Exactement, ouais. Eh ben, je te remercie pour ce rendez-vous, mais juste avant qu'on se laisse, je voudrais jouer au jeu ceci et cela avec toi pour apprendre à mieux connaître. Yes, donc vas-y, je vais te faire 2 alternatives. T'es prête? Ouais. J'espère que tu vas pas me poser des questions trop dures. Non, ça va. T'es plutôt chien ou chat? Je suis plutôt chien. Tu préfères faire une conférence ou un podcast? Je préfère la conférence parce qu'il y a le jeu des questions-réponses que j'aime bien en général en fin de séance. Qui crée un peu d'interactivité. Donc, on va dire la conférence, mais l'exercice du podcast, c'était un bel exercice. Merci beaucoup. T'es plutôt fêtarde ou pantouflarde? Ah là là. Alors, j'ai été très fêtarde, mais depuis que je suis maman, depuis pas très longtemps, je suis plutôt pantouflarde. Besoin de dormir. L'effet de... Ouais, exactement. J'ai pas osé le dire comme ça, mais besoin de dormir, exactement. T'es plutôt mer ou montagne? Ah, je suis mer complètement. T'as plutôt ta langue dans ta poche ou t'es quelqu'un de franc? Plutôt quelqu'un de franc et de cash, oui. Mais toujours avec bienveillance. D'accord. Et la dernière, elle est difficile, donc faut pas hésiter, avec les patrons, ils écoutent. Tu préfères une augmentation de salaire ou une augmentation de tes jours de congé? Ah, c'est une bonne question, ça. Un peu des deux, hein, tu peux dire. Oui, un peu des deux, ça me va bien. Après, chez Mazars, j'avoue qu'on a quand même un nombre de congés qui est quand même bien. Parce qu'on a 8 semaines de congés, ce qui est plutôt bien. Et déjà, faut réussir à les caser. Donc, je sais pas si, en plus, ce serait très... si je pourrais les utiliser pour dormir un peu plus. Pour dormir, tu compenses. Mais bon, voilà, je dirais un petit peu des deux. Les deux font du bien. Ben écoute, je te remercie de m'avoir accueilli, d'avoir partagé tous ces tips pour l'ARH, pour les cabinets. Merci à toi, c'était super expérience. Donc merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.